Bon, les marchés sont pas au top, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi non plus d'ailleurs, hein, c'est possible que je fasse un peu des pauses d'éternuement et tout. Mais je me devais d'être là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire dans le débrief hebdo. On va faire l'état des lieux, le suivi de tout ce que je vous partage, que ce soit le bien ou le moins bien, et comment je vois la suite. En Angleterre, l'inflation est toujours là à plus 5,4%, un record depuis 30 ans, 1992. Avec une hausse des prix sur les matières premières, ajoutez à cela l'effet Brexit, du coup moins de main d'œuvre, et les importations coûtent plus cher. Côté États-Unis, cette semaine sur le plan macroéconomique, c'était très light. On va retenir quand même les demandes hebdomadaires aux allocations chômage qui sont sorties légèrement pire que prévu. Et ce qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est la Chine, qui affiche une croissance de seulement 4% au quatrième trimestre. C'est le rythme de croissance le plus lent depuis le début du Covid. Pour autant, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on s'attendait à une croissance de 3,3%, donc c'est meilleur que prévu. Sur 2021, on est quand même à une croissance de 8%, et c'est mieux que les 6% qui étaient attendus en 2021. Ce qui est assez étonnant, c'est que contrairement à toutes les autres banques centrales dans le monde, la Banque centrale de Chine a décidé d'être beaucoup plus accommodante que prévu. Cette semaine, elle a baissé à 2 reprises ses taux directeurs. Et c'est la première fois depuis le printemps 2020, lorsque le Covid a commencé. La Chine s'attend à une année 2022 plus compliquée à cause des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, la baisse de la demande, entraînant une baisse de ses objectifs économiques. D'ailleurs, on va se concentrer sur le point chaud, sur la Chine. Cet assouplissement monétaire de la Banque centrale de Chine est plutôt une bonne nouvelle sur les marchés. Hein. Tu le sais, depuis maintenant des années, lorsque les banques centrales injectent, ça soutient mécaniquement les marchés. D'ailleurs, sur les 15 derniers jours, on a 5 milliards de dollars de flux entrants sur le marché des actions en Chine. C'est aussi parce que le marché chinois est moins cher en termes de valorisation qu'en Europe, mais aussi qu'aux États-Unis. Les indices en Chine ont sous-performé en 2021 et ce soutien monétaire pourrait renverser la vapeur en 2022. En Chine, les actions se payent 14 fois les bénéfices. En Europe et aux États-Unis, on est plutôt autour de 20. Bien évidemment, ça dépend des secteurs. Le problème, c'est que la Chine a mis un point d'honneur à stopper Omicron quoi qu'il en coûte. Politique, zéro Covid. Forcément, ça freine la croissance. En attendant, on a Evergrande qui fait défaut, entraînant dans son sillage d'autres promoteurs immobiliers chinois. C'est le cas cette semaine de Aoyan qui a quand même 7 millions de dollars d'obligations. Retournons aux États-Unis et je vous parle depuis quelques temps maintenant du fameux taux à 10 ans aux États-Unis qui s'est enflammé. Il y a 2 semaines, il était à 1,50%, il a explosé à 1,90%. C'est alimenté par les perspectives de resserrement monétaire et c'est source de pression baissière sur le secteur des technos. D'ailleurs, semaine prochaine, rendez-vous très attendu mercredi soir avec le discours de Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui pourrait remonter ses taux directeurs. Alors, c'est pas ce qui est attendu par le marché. S'il le fait, ça serait quand même une grosse surprise. Aujourd'hui, le marché s'attend à peu près à 90% de probabilité à ce que la Fed relève ses taux directeur en mars et ce à 2 reprises. 2 fois d'un coup. D'ailleurs, ce resserrement monétaire aux États-Unis qui pointe le bout de son nez et cette baisse de croissance en Chine, ça rend finalement les indices européens en surperformance. Parce que pour une fois en Europe, on n'est pas derrière tout le monde. On est même les meilleurs. Tu noteras d'ailleurs sur ce graphique, à gauche, on a l'Espagne, ensuite la France, l'Italie et l'Europe et sur la partie droite, États-Unis, Australie et tout au bout, la Chine. Ça reste des perspectives, certes. Mais ça permet d'expliquer, et on le verra tout à l'heure, que les indices européens tiennent bien, alors qu'à Wall Street, c'est plus compliqué. Et enfin, nous avons cette tension en Ukraine qui est en train d'être alimentée par un conflit États-Unis-Russie. Il y a plein d'articles sur ce sujet partout sur Internet, je te laisserai regarder, je suis absolument pas expert dans le domaine. Mais disons que jeudi soir, ça a aussi alimenté encore un peu plus l'anxiogénéité, ce qui n'existe pas comme mot, le caractère anxiogène, on va dire, déjà un peu présent. La saison des résultats bat son plein et ça peut être très violent. Soitec a perdu près de 20% jeudi. Elle est spécialisée dans les semi-conducteurs, mais peu importe parce que le problème, c'est plutôt en interne. C'est une crise de gouvernance avec le comité exécutif qui s'étonne du choix du directeur général. Le nouveau qui a été annoncé, c'est Pierre Barnabé qui va remplacer Paul Boudre. Et son départ était inattendu. Mais pour autant, les actionnaires soutiennent ce plan de succession. Netflix, quasiment 222
millions d'abonnés. D'ailleurs, vous êtes 142 millions à avoir vu la série Squid Game. Perso, j'ai craqué au bout du 3e épisode. Pas non plus un fan de télé. Alors ça semble beaucoup en termes d'abonnés, mais le problème en fait, c'est surtout la croissance du nombre de nouveaux abonnés. Là, il prévoit 2,5 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre, alors qu'au premier trimestre 2021, on était à 4 millions de nouveaux abonnés. L'action Netflix prend une petite tatane depuis 2 mois, elle perd 30%. D'ailleurs, on n'est plus très loin des plus bas de 2021. Niveau publication de résultats des valeurs bancaires aux États-Unis, que ce soit bon ou que ce soit moins bon, peu importe, le marché vend. Que ce soit Bank of America, Goldman Sachs ou encore Morgan Stanley. Rendez-vous la semaine prochaine, donc au-delà de la Fed mercredi, tu as déjà noté dans ton agenda, beaucoup de publications de résultats. On aura IBM, Microsoft, American Express, 3M, Intel, Tesla, Verizon, AT&T, Apple, Robinhood, McDo, Mastercard, Visa, Caterpillar et il y en a plein d'autres. Donc va falloir être en forme la semaine prochaine. Va falloir passer un bon dimanche bien reposant parce que ça risque de swinguer. Je vous le disais dimanche dernier, j'attendais des gros replis pour pouvoir acheter sur les indices parce que tout là-haut, le timing d'intervention en swing à l'achat, c'était quand même pas terrible. Et pourquoi attendre des replis pour acheter plutôt que d'essayer de vendre le point haut? Tout simplement parce qu'on est dans des tendances de fond à long terme qui sont toujours haussières. Je parle pas ici d'intraday, d'essayer de vendre les accélérations baissières, de vendre le flux baissier. Ça n'a pas grand intérêt d'en parler ici en tout cas. Je ne fais pas partie de ces pessimistes qui estiment que tout le système va s'effondrer en m'attachant plutôt encore une fois à ces tendances de fond haussière. D'ailleurs, sur le CAC 40, j'ai quand même un canal ascendant qui matérialise cette tendance haussière où je vais commencer à me poser la question lorsqu'il arrivera proche des 7000 points, 6900 points. Dès qu'il me montrera des indications positives, je passerai à l'achat. Sachant qu'encore une fois, le CAC fait partie des indices les plus forts dans le monde. Coco Rico. On peut le dire, ça arrive pas souvent quand même. L'indice DAX, quant à lui, j'attends toujours son retour sur les 15 430 points de manière offensive, sachant que le bas du gros range dans lequel il évolue depuis maintenant plusieurs mois, c'est 15 000. En attendant, on l'avait vu là-haut, sur les 16 200 points, c'était une zone de vente, tout simplement la borne haute de ce range. Je pars du principe qu'on va rester en fait dans des grosses zones de range, avec bien entendu de la volatilité à court terme, alimentée notamment par tous les éléments qu'on a vus précédemment, et tous ceux qui vont arriver, publication de résultats, Fed et tout ça. Le Nasdaq, lui, plonge, bon, ça on en parle déjà depuis un moment, à cause de cette remontée violente des taux d'intérêt aux États-Unis. Fin de cette tendance haussière 2021 matérialisée par ce canal ascendant. Pas de raison de le payer avant l'arrivée d'une grosse zone. Et une fois qu'on arrive dans la grande zone, d'attendre une réaction positive. Et cette réaction positive, a priori, n'aura lieu que si les taux à 10 ans aux États-Unis rebaissent. En tout cas, tant qu'on reste sous les 15 200 points, la tendance est baissière en daily. Ce que j'ai travaillé cette semaine sur IVT, je me suis focalisé sur deux indices. La borne basse de ce range daily sur l'indice SP500. Il y a eu deux signaux positifs d'ailleurs à son contact, entre 4500 et 4550 avant que ça plonge jeudi soir. Le but étant d'être très réactif. Lorsque comme ça on a une pression baissière, on sait très bien que ça va pas se retourner du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut être très réactif, notamment sur la gestion de ces stop loss. Ça permet d'alléger rapidement, de sécuriser et de recommencer. Sur l'indice Nikkei, souviens-toi dimanche dernier, ou encore le Nikkei sur les 27 004. D'ailleurs, personne ne le regarde trop le Nikkei parce que c'est loin, c'est une archipel, tout ça. Mais en 2021, c'était quand même tout con. Tu traces deux lignes, une en haut, une en bas, et toute l'année, ping-pong. Bam, bam, bam. Et oui, 27 400 points, ça a donné à 3 reprises, pendant 3 jours d'affilée, des réactions positives. Entre 200 et 300 points systématiquement. Le but étant de recommencer tant que cette zone tient et tant qu'on a des signaux horaires dans cette zone. Ça a marché tout 2021. Je vois pas pourquoi on continuerait pas tant que cette zone tient. Pour la semaine prochaine et au vu des différentes échéances attendues, je vais simplement attendre des breakouts haussiers daily, c'est-à-dire le franchissement des plus hauts de la veille pour commencer à initier des positions acheteuses. Le but, c'est d'essayer de sélectionner l'indice ou les deux indices qui sont les plus forts, c'est-à-dire ceux qui donneront les signaux haussiers les premiers, avec une attention particulière probablement, je dis bien probablement, sur le CAC, qui reste particulièrement haussier, et sur le Dow Jones, si on continue à avoir cette poussé sur les taux à 10 ans aux États-Unis. Pour le moment, c'est clair qu'il surperforme par rapport à ses deux collègues et surtout l'indice Dow Jones arrive sur des niveaux clés en daily également. Côté silver, et c'est là où j'ai particulièrement insisté cette semaine, alors je vous en ai déjà parlé quand même à de multiples reprises ces derniers dimanches ici. Enfin, c'est parti. Un premier objectif a d'ailleurs été atteint. Parlons, tiens, pendant une minute justement de cette stratégie de renfort de position. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Une fois qu'on a identifié une grosse zone mensuelle, ici sur le silver, on tient la position tant que c'est pas invalidé.
Jusque-là, ça semble logique. Et qu'enfin, le marché nous donne raison. Et une fois que c'est le cas, c'est à ce moment-là qu'il faut insister encore et encore et encore. C'est pour cette raison que j'ai renforcé à 3 reprises la position pendant tout ce mouvement de hausse. Ça, vous le savez sur éviter parce que je vous ai tout partagé. Parce que un flux haussier s'est mis en place. Et c'est là toute la différence entre essayer de se focus sur le négatif au lieu de se concentrer sur le positif. Et ce qui est constructif. Et l'actif ou le plan que le marché nous valide. Le constructif ici, c'est que la tendance daily qui était baissière, elle est passée ensuite à neutre. On a attendu justement plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant qu'elle se retourne en tendance haussière. Et c'est à ce moment-là que c'est dit, ah, ça y est, on passe en tendance haussière, notre plan se valide. On y retourne à fond, même si ça a mis du temps. Plutôt que d'alléger alors que notre plan est en train de se dérouler correctement et que finalement on arrive à la fin sur l'objectif, on n'a plus que 1/10 ou 1/100 de position initiale, eh ben il faut faire l'inverse, renforcer, ça se valide, ça se confirme, on y va, on y va, on y va. On augmente progressivement la position si tout se passe bien et le plus longtemps possible. C'est pas quand ça se passe mal qu'il faut insister. Le plan se valide, ça donne une première position, il se confirme et il reconfirme et en plus de ça il y a un flux qui se met en place, on augmente progressivement son exposition, même si certes le prix de revient unitaire augmente, mais lorsqu'on va arriver sur l'objectif, on aura une position de plus en plus grosse, donc la performance forcément va suivre derrière. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans ce mouvement, que ce soit cette semaine mais aussi avant, et c'est pas fini. Non, 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 je vise 26,50 $, même si j'ai allégé une grosse partie de la position. D'ailleurs, en fin de semaine, je voulais faire une vidéo sur le silver. Et comme tu l'as compris, j'étais pas très disposé à le faire. Donc promis, pour la semaine prochaine, c'est dans les tuyaux. J'expliquerai pourquoi ce mouvement et on fera un focus un peu plus approfondi. Comme d'ailleurs, on l'a fait cette semaine sur le pétrole. Pour ça, faut être abonné et faut liker et activer la cloche. Dernier jour très compliqué, on va pas se le cacher, sur l'ensemble du marché des cryptos. On savait qu'il fallait des gros signaux haussiers daily pour pouvoir renverser la vapeur et cette pression baissière qu'on avait déjà depuis quelques semaines, plus particulièrement sur les majeurs comme l'Ethereum ou le Bitcoin. Lundi, j'expliquais, je rappelle que le Bitcoin en daily est en tendance baissière, matérialisée donc par des plus hauts de plus en plus bas. Une dynamique qu'il va falloir rompre en passant au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, en bleu sur le graphique. Elle passe actuellement autour des 44 500 $. Et la MM20 Daily a fait barrage à 43 500 $. Je te cache pas que je croyais jusqu'à jeudi soir à ce scénario de reproduction qu'on est en train de réaliser avec ce qui s'était passé à la rentrée au mois de septembre et également l'été dernier. Et malheureusement, ce qui devait ne pas se passer a eu lieu. Cette pression baissière qu'on a, les positions qui sont actuellement ouvertes, faut vraiment qu'on tienne les 40 000 $. Pour éviter que ceux qui sont en moins-value latente se fassent peur, n'y croient plus, clôture les positions et bim, les 40 000 $ sur le Bitcoin ont cédé. Entre le moment où je suis en train de tourner la vidéo et au moment où elle est diffusée et tu la regardes, je ne sais pas où sera le marché. Est-ce que le Bitcoin sera à 42 000 $? Est-ce qu'il sera à 30 000? Peu importe finalement, parce que tout ce qui va suivre ne changera pas ma vision des choses. Là où ça devient inquiétant, c'est que ça baisse de manière très progressive, sans accélération. C'était le cas entre jeudi soir et samedi matin. Mouvement baissier très lent. On enfonçait le clou heure après heure sans qu'il y ait de gros spikes, ces espèces de grosses mèches et de capitulation des acheteurs. Liquidation comme d'habitude de ceux qui sont en levier maximum et qui se font déchirer, voire même d'ailleurs ceux qui craquent et qui n'y croient absolument plus à cet écosystème. Parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Oui, les tendances daily sont baissières et ça on le sait depuis maintenant plusieurs semaines. Pas sur toutes, mais en tout cas sur le Bitcoin par exemple. Ça reste du court terme. On le sait, on le répète depuis un long moment. À long terme, sur le Bitcoin, finalement, nous sommes dans un range. Une longue phase de latéralisation qui dure, oui. C'est d'ailleurs exactement la même chose quasiment sur l'Ether, où ici c'est la configuration en weekly, et on est toujours au-dessus des records historiques qu'on avait réalisés en 2018. On va pas toutes les faire, je ferai vraiment une vidéo spécifique sur les cryptos en début de semaine. Ça sera peut-être demain, peut-être après-demain. Abonne-toi, active la cloche, on fera le point. La seule chose que je voulais vous dire aujourd'hui, au-delà de vous donner du courage dans cette période qui objectivement n'est pas positive, c'est de reconsidérer ce sur quoi on investit. Est-ce qu'on y croit vraiment à cet écosystème? Est-ce qu'on se sent responsable d'avoir un pied là-dedans? Est-ce qu'on a bien conscience des risques? Et est-ce qu'on a bien conscience que 2022 sera beaucoup plus difficile que 2021? Et pour être encore une fois tout à fait honnête, malgré l'avoir déjà annoncé il y a quelques semaines, je m'attendais sincèrement pas à ce que ce soit aussi difficile que ça en début d'année. On savait également qu'on se dirigeait plus vers un marché de gros range et ça peut durer toute l'année 2022 avec cette fameuse atomisation. Il y a des cryptos, oui, et j'en suis persuadé,
qui vont faire des nouveaux records historiques là, peut-être même d'ailleurs dans quelques semaines. Et je m'attendais encore moins à voir ce mouvement, je sais pas comment on peut dire, mais venu de nulle part, puisqu'il n'y a aucune raison fondamentale. On a l'impression là, entre jeudi et samedi matin, aucun soutien, il n'y a plus de cash. J'avais l'impression en fait avant ça que plus rien ne pouvait nous arriver. Alors que je suis le premier justement à rappeler ces fameux risques, comme si on pouvait se sentir invincible. Ça nous rappelle les fondamentaux, qu'il faut gérer ce curseur d'exposition. Est-ce que je suis plutôt à 50, plutôt 30%, plutôt 100%, jamais au-delà de 100%, jamais d'effet de levier. Et ce curseur, en fait, est à gérer en fonction des points clés de marché. On est plutôt sur une zone support, plutôt sur une zone de résistance. Et quand je vois d'ailleurs tout l'aspect fondamental, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'applications concrètes qui sont en train d'être développées, ce qui était d'ailleurs pas forcément le cas il y a quelques années, malgré ce qui est en train de se passer ces derniers jours, j'y crois de plus en plus à cet écosystème. Alors oui, c'est pas simple, il n'y aura pas que des périodes faciles. Va falloir sélectionner les projets, sélectionner les zones d'intervention, continuer à être rigoureux et faire face à des difficultés, car oui, c'est un marché qui est encore très jeune. 2000 milliards de dollars de capitalisation, c'est 3 fois moins que le nombre d'échanges par jour sur le marché des devises. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel, mais qu'il y a aussi, du coup, pour le moment, aussi beaucoup de risques. Ce risque-là, soit on l'accepte, soit on n'y va pas. Moi, je le prends. Je vous le partage, on vous le partage aussi sur IVT et il va falloir se battre. S'il y a un seul conseil que je peux donner dans cette vidéo, c'est de ne pas agir en fonction des pourcentages de variation, mais en fonction des configurations que vous voyez sur des unités de temps daily, weekly et même au-delà sur du mensuel. En attendant et à plus court terme, donc pour les prochains jours, c'est maintenant que ça se passe. Ça, on va pas se le cacher, il faut maintenant que ça réagisse. Par exemple, sur la capitalisation totale hors Bitcoin et hors Ethereum, il nous faut un gros spike, un gros nettoyage, une grosse mèche. Et plutôt que de chercher le point bas des cryptos qui sont en tendance baissière, donc les plus faibles, autant privilégier celles qui sont dans des tendances haussières en weekly et qui se replient en daily. On aura l'occasion d'en reparler très vite ici. Courage à tous, à nous l'avenir, bon dimanche et à très vite. Ciao.